Je suis Martin Lacour, avocat et médiateur. J'accompagne les entrepreneurs et directeurs juridiques dans la négociation de leurs accords avec leurs partenaires commerciaux, clients et associés. Vous suivez l'émission Samedi Live, qui a pour ambition de faciliter l'accès des entreprises aux droits et aux solutions négociées. Le concept est simple. À chaque émission, 5 minutes pour acquérir de nouveaux savoir-faire ou savoir-être grâce au conseil opérationnel d'un expert et un entretien de 30 minutes avec un acteur innovant qui répondra à toutes vos questions. Bonjour à tous et bienvenue sur Samedi Live, l'émission dédiée aux innovations en matière d'accès aux droits et aux solutions négociées. Bonjour Emmanuel Glixon. Bonjour Martin Lacour. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes avocate à quel barreau? Alors au barreau du Val d'Oise. Au barreau du Val d'Oise, et vous êtes praticienne en processus collaboratif. Et aujourd'hui, on va parler de votre approche de la stratégie amiable, approche qui se développe de plus en plus parmi nos confrères, mais que souvent le grand public, les juristes, les entrepreneurs, toutes les personnes qui peuvent être concernées ne connaissent pas encore assez. Donc ce sera l'occasion, grâce à vous, d'en parler. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, avec plaisir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, on aura la chronique d'IFA aussi, si IFA arrive à nous rejoindre à un moment dans l'émission, parce qu'apparemment, elle est bloquée dans les bouchons, la pauvre. Donc, si elle nous écoute, bon courage IFA, et puis on espère à tout à l'heure. Mais on va commencer par, bien sûr, l'interview pour ne pas faire attendre tout le monde. Je lance tout de suite l'interview. Alors Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu dans quel domaine d'intervention vous exercez principalement et nous dire quel est selon vous, selon votre expérience, l'état de la justice en France? Alors Martin, j'exerce essentiellement mon activité en droit de la famille et du patrimoine et en droit de l'immobilier. Voilà, ce sont mes pôles principaux d'activité. Alors, l'état de la justice à l'heure actuelle. Oui, on ne commence pas par une petite question. Non, vaste question. Alors, actuellement, l'état de la justice est vraiment extrêmement mauvais. Ça a commencé déjà en 2010. Avant 2010, la justice fonctionnait plutôt bien. On avait des dates d'audience à 1 à 2 mois, donc franchement, c'était plutôt agréable. Depuis 2010, il y a eu un net ralentissement. Les tribunaux sont devenus de plus en plus encombrés. Et depuis la crise sanitaire, c'est une catastrophe, puisqu'on est passé en délai d'audiencement donc de 2 mois avant 2010 à 6 mois à peu près en 2010, et maintenant nous sommes au minimum à 1 an. Et ça, c'est aussi bien valable en droit de la famille qu'en droit des affaires, en droit social, devant les conseils des prud'hommes. Les délais se sont considérablement allongés. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je conseille souvent à mes clients de recourir aux modes amiables parce que ça permet de traiter leur dossier de manière beaucoup plus rapide. Le délai d'1 an dont vous nous parlez, c'est le délai pour avoir une audience de plaidoirie, c'est ça? En fait, dans les cadres des divorces, oui, c'est même pas. Vous savez que maintenant il y a une réforme du divorce et on parle maintenant d'audience d'orientation, ce qui était avant l'audience de tentative de conciliation. Et maintenant, pour avoir cette première audience, il nous faut un délai minimal d'1 an. Donc, je voulais bien avoir cette précision parce que ce n'est que pour commencer l'aventure, quoi. C'est beau, oui, cette merveilleuse aventure, oui, c'est Voilà. exactement. Parce que pour avoir la décision finale, non, il faut compter au moins 2 ans. D'accord. Voilà. Et au niveau des délibérés, les dates des délibérés sont respectées en général? Bon, là récemment, je viens d'avoir coup sur coup dans plusieurs de mes dossiers des prolongations de dates de délibérés et les motifs, c'est pour surcharge de travail. Donc non, et là c'est des prolongations de 2 à 3 mois pour la date de délibéré. Bon. Je pense que pour être totalement transparent, vous et moi étions de toute façon convaincus avant cette situation du bien fondé des modes amiables, mais pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent et qui sont peut-être sensibles à ce facteur temps, je vois qu'IFA nous rejoint, donc je vais l'ajouter tout de suite à la conversation. Pour ceux qui sont sensibles au facteur temps, je pense que voilà, il faut comprendre que la crise n'a vraiment pas arrangé les choses.
et que nous allons vers une justice de plus en plus lente, et la raison pour laquelle beaucoup de personnes s'interrogent sur les moyens alternatifs, dont les modes amiables font partie, mais il n'y a pas que ça dans l'alternatif. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est les modes amiables. Et alors, dans le cadre de votre activité professionnelle, quelle est la part finalement des contentieux et celle des modes alternatifs, justement? Alors, à l'heure actuelle, j'ai 40% de mes dossiers en contentieux classique et 60% en mode alternatif au règlement des différends. Et mon intention, c'est que je n'ai plus que 20% de contentieux classique et passer à 80% en modes amiables. Ben, bravo. Bravo, Emmanuel. On va travailler pour, mais voilà. C'est pour ça que je suis vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui, parce que vous représentez l'avenir pour beaucoup d'avocats, l'avenir de la profession. Voilà, il y en a beaucoup. Moi, j'aimerais être à ce taux. J'aimerais y être. Et j'aimerais y être rapidement. Donc, vraiment, bravo. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire de quels modes amiables il s'agit et peut-être expliquer à ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots, brièvement, quelles sont les caractéristiques de chacun de ces modes, ou enfin voilà, qu'ils comprennent un peu de quoi il s'agit? D'accord. Alors, moi, j'ai commencé en premier lieu à me former au processus collaboratif. C'était en 2010 auprès de l'Association française des praticiens du droit collaboratif. Et la formation était dispensée à l'époque par Nathalie Gagné-Raymond et France Vallet. Bonjour Nathalie et bonjour France, qui font partie des 24 formateurs toujours de la FPDC. Donc si elles nous regardent, bonjour à vous toutes les deux. Et leur formation m'a vraiment emballée et m'a convaincue complètement d'orienter mon activité vers ces modes amiables. Alors le processus collaboratif, c'est une méthode de négociation qui est menée que par les avocats formés à ce processus et qui mettent le client au centre. Le client est vraiment l'acteur de la solution. C'est vraiment très important puisqu'il va avoir un rôle actif pour trouver la solution la plus adaptée à son différend. C'est une méthode aussi qui est assez sécurisée puisque nous signons, clients et avocats, un contrat dans lequel nous rappelons, que nous lisons en tout début lors de la première réunion, nous lisons avec ces clients pour qu'ils comprennent bien toutes leurs obligations dans le cadre de ce processus. Donc, être de bonne foi, donc ne pas dissimuler les choses, ne pas dissimuler des informations, communiquer toutes les pièces pour que justement la base des négociations soit saine. Donc, il y a cette sécurisation. Il faut savoir aussi que c'est un processus qui est en 5 étapes. Alors, brièvement, la première étape, on expose les récits. Chaque client accompagné de son avocat, on est en général 2 parties, donc on est 4 autour de la table. Les clients exposent leurs récits. Ensuite, nous recherchons ensemble, tous les 4 ensemble, parce que c'est vraiment un travail de collaboration, de participation. On recherche ensemble les besoins fondamentaux, les valeurs fondamentales, les préoccupations, les motivations vraiment centrales de chacun. Troisième étape, donc on essaie de recueillir tous les éléments objectifs. On fait un audit complet de la situation et parfois, nous faisons même intervenir un tiers extérieur, un sachant. Alors ça peut être un expert comptable en droit des affaires, ça peut être un notaire dans le cadre d'un divorce pour une liquidation de régime matrimonial, ça peut être un psychologue, aussi bien pour les parents dans le cadre d'une séparation que pour les enfants, parce que les enfants ont souvent besoin aussi d'être aidés. Et c'est même le cas d'un médiateur. Moi, je vois dans un de mes dossiers, on a recouru à un médiateur pour débloquer la situation. Donc, on peut même allier. Pour renouer le dialogue, c'est ça? Exactement. Donc, on peut allier et mixer 2 modes alternatifs de règlement des différends. Ça peut vraiment avoir un très très bon résultat. Alors quatrièmement, alors là c'est une étape que j'aime beaucoup parce que c'est une étape créative. On crée à 4, on essaye de créer des options, des hypothèses qui vont convenir à chacun, justement, qui vont être adaptées à chaque partie. Qui vont répondre à leurs besoins, les fameux besoins fondamentaux. Exactement. Pour adhérer le plus possible à leurs besoins fondamentaux. Et donc, la 5e étape, c'est l'élaboration et la présentation des offres que l'on aura trouvées ensemble de règlement, que l'on transcrit dans le cadre d'un procès-verbal d'accord, et que l'on peut, comme c'est un acte d'avocat, si on veut lui donner une force plus importante, on peut même donc l'enregistrer sur le site du Conseil national des barreaux.
en tant qu'acte d'avocat, ce qui va lui conférer une force plus importante. Écoutez, merci, c'est très très clair. Et alors, il y a le processus collaboratif. Vous avez aussi dans votre boîte à outils, vous avez mentionné la médiation. Oui, oui, j'ai aussi dans ma boîte à outils, comme vous dites, la médiation. Alors là, la médiation, c'est différent parce qu'on va recourir à un tiers extérieur neutre qui n'est pas forcément avocat. Donc ça, c'est une des différences. Et moi, je me suis formée d'abord en 2017 à la médiation transformative, puis en 2019 à la médiation humaniste, et j'ai continué à l'Institut du droit de la famille et du patrimoine. Alors, ce sont deux modes de médiation qui sont très proches l'une de l'autre. Je ne vais pas revenir sur les créateurs, mais bon, il y en a une qui a été la transformative qui a été créée par Robert Baruch Bush, pardon, excusez-moi, j'ai accroché son nom. Et puis la deuxième, la médiation humaniste, a été fondée par Carl Rogers, et en France, elle a été développée par Jacqueline Moreno. Voilà. Alors, le point commun de ces deux types de médiation, c'est en fait être centré sur la personne. Ce qui est fondamental, c'est d'abord renouer le dialogue, et une fois qu'on aura renoué ce dialogue, ça va nous permettre ensuite, justement, de pouvoir plus facilement régler le problème et s'acheminer vers une solution amiable. Vraiment, la question centrale, c'est donc la personne et renouer le dialogue. C'est vraiment axé aussi sur les besoins essentiels de la personne. Voilà. Donc l'idée, c'est que la personne, finalement, a en elle la ressource, les ressources nécessaires pour élaborer sa solution. Exactement. Et en fait, les personnes qui ont recours à cette médiation ont un rôle extrêmement actif. Le médiateur, lui, a un rôle moins actif. Il est juste là pour faciliter le dialogue et pour favoriser la reprise de la communication, pour s'acheminer vers une solution amiable. Eh ben moi, ça me paraît très très clair et j'invite tous ceux que ça intéresse à s'intéresser notamment bien sûr à Carl Rogers et à l'approche centrée sur la personne, peut-être aussi à son disciple Marshall Rosenberg sur tout ce qui est communication non violente. On aura peut-être l'occasion de développer par la suite sur ces différentes médiations. Donc la médiation, si j'ai bien compris, l'idée c'est qu'il y a un tiers qui va intervenir pour aider les personnes en conflit à renouer le dialogue et éventuellement même à trouver en elles, par ce dialogue renoué ou rétabli, une solution à leur situation, c'est ça? Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai eu un exemple cette semaine puisque j'ai participé en tant qu'avocate accompagnatrice à une médiation qui a commencé dans un climat extrêmement tendu, très conflictuel. Et ça partait vraiment sur de très très mauvaises bases. Et grâce à l'intervention de la médiateur, je ne sais pas si on dit médiatrice ou médiateur, je ne me souviens plus. Ça dépend, chacun peut exiger ce qu'il souhaite. Voilà. Et puis l'intervention des avocats, parce que je suis tombée sur une consoeur extrêmement agréable et sur le même état d'esprit. Nous avons réussi à faire bouger les lignes, ce qui fait que le ton s'est apaisé. La communication est revenue et c'était pourtant la première séance de médiation. Et ils ont commencé à trouver un premier point d'accord. Oui, d'où l'efficacité de la médiation. Ça, c'est ce qui est très intéressant dans les modes amiables, c'est en effet ces petits pas, ces petits accords. Exactement, tout à fait. On se met d'accord sur le désaccord, on se met d'accord sur l'idée d'aller à la médiation ou au processus collaboratif. Et à chaque fois, par ces petits accords, on s'aperçoit que finalement, on peut peut-être aller un petit peu plus loin et faire un pas de plus. On n'avance pas à pas, Voilà. tout doucement, progressivement, mais sûrement. Voilà. Et alors, vous avez aussi, je crois que vous êtes aussi formé à la procédure participative, Emmanuel? Tout à fait. Alors, ça, c'est le dernier mode alternatif auquel je suis formée. Donc là, c'est… À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Oui, on ne sait jamais. On peut créer, justement. Mais bien sûr, tout à fait. Alors, la procédure participative, elle est différente parce qu'elle est réglementée par le Code de procédure civile et elle n'est appliquée que par les avocats. Et pour être assez succincte et concise et ne pas aller dans trop d'explications, il y a deux façons d'exercer cette procédure participative. Il y a la procédure participative purement conventionnelle, c'est-à-dire que vous la mettez en place avant de saisir la justice. C'est aussi une procédure en plusieurs étapes, etc. Et vous avez la procédure participative après avoir saisi la justice, qui est assez compliquée. Donc là, je vais peut-être
pas rentrer dans les détails parce que ça va être un peu confus peut-être pour les gens et c'est très technique parce que c'est régi par le code de procédure civile. Voilà. Ce qui est peut-être intéressant de souligner, moi, j'ai pas eu la chance malheureusement encore de mettre en place une procédure participative. J'aimerais beaucoup, mais c'est pas évident de trouver des confrères qui acceptent. Donc, on lance le message si un jour un confrère, voilà. Moi, je le mets systématiquement dans mes courriers aux confrères, mais pour l'instant, j'ai jamais eu de. Voilà. Non, mais à mon avis, ça va être obligatoire puisque avec la réforme du divorce là depuis le 1er janvier 2021, la procédure participative est devenue obligatoire dans le cadre de la mise en état des dossiers. Et de la même façon, pour tous les domaines du droit, depuis la réforme qui impose de rechercher une solution amiable pour les litiges inférieurs à 5 000 € et qui sera un jour, j'espère, généralisé à tous les litiges. Je vous rappelle que pour un litige inférieur ou égal à 5 000 €, vous avez l'obligation de mettre en place une conciliation, une médiation ou une procédure participative avant de saisir le juge. La sanction étant quand même lourde puisque votre assignation sera considérée comme nulle purement et simplement si vous n'avez pas respecté cette exigence. J'ai dit une chose qui n'est pas tout à fait exacte, parce que je vous ai dit que c'était obligatoire. Non, on vous propose le choix entre la méthode de mise en état classique et la méthode de mise en état par procédure participative. Voilà. Oui, mais en tout cas, on va vers de plus en plus. Le législateur incite de plus en plus à recourir à ces méthodes. Fortement orienté vers, oui, tout à fait. Moi, ce qui me paraît intéressant dans la procédure participative, c'est qu'elle est ouverte à tous les avocats et uniquement aux avocats. Elle est prévue par le code de procédure, mais attention que tout de même, en réalité, si vous êtes dans le cadre d'une procédure participative, il va falloir utiliser des outils qui sont des outils pour le coup pour lesquels il faut être formé, à savoir la négociation, la communication. Et cette formation-là, vous l'acquérez soit en vous formant à la médiation, soit en vous formant au processus collaboratif, ou idéalement aux deux, parce qu'en fait, le cadre législatif, lui, ne va pas vous apporter les outils. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Emmanuel, mais voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais moi, en fait, je n'ai pas eu cette réflexion parce que comme j'ai commencé par le processus collaboratif et la médiation, forcément, j'avais les outils de la négociation raisonnée et puis de l'écoute active. Mais effectivement, il faudra absolument que les confrères se forment à ces outils-là. Oui. Alors, vous m'offrez une transition parfaite. Lorsque votre contradicteur ou le confrère en face n'est pas formé à ces modes amiables, comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez quand même à mettre en place une négociation raisonnée en dehors de tout cadre, de tout processus de collaboratif ou médiation ou procédure participative? Et quelles sont les limites que vous constatez dans ces cas-là? Alors, j'essaye systématiquement. Tout comme quand je reçois mon client lors du premier rendez-vous, je leur parle systématiquement des modes alternatifs au règlement des différends. J'essaye systématiquement avec le confrère que j'ai en face de moi de lui parler de ces modes. Et s'il n'est pas réceptif, j'essaye systématiquement d'utiliser les outils de la négociation raisonnée et de l'écoute active. Alors, quand je tombe sur un confrère qui est sur le même état d'esprit que moi, même s'il n'est pas formé aux modes amiables, on peut arriver effectivement à cheminer vers un accord amiable et vers quelque chose de plus amiable. Quand je tombe effectivement sur un confrère qui est formé aux modes amiables, là, effectivement, là, c'est très facile. Par contre, les limites, c'est lorsque je tombe sur des confrères qui ne sont absolument pas dans le même état d'esprit que moi, on voit les vieux réflexes traditionnels de l'avocat revenir. Et effectivement, on a beaucoup de mal. C'est beaucoup plus chaotique. La communication est de moins bonne qualité. On peut plus difficilement faire de l'amiable. Voilà. Il faut qu'il y ait de la confiance. Pour moi, en fait, dans tous les principes que vous avez cités tout à l'heure, ce qui caractérise véritablement ce qui fait l'originalité de l'amiable pour les avocats, c'est le travail en équipe en réalité. Exactement. Tout à fait. Et le travail en équipe suppose évidemment la confiance, la transparence. Si on n'est pas en confiance, ça devient difficile. Ça suppose aussi le respect de l'autre.
Ouais. Et finalement, ce n'est qu'une application à la fois de notre droit commun, puisque le droit commun des obligations nous rappelle que nous avons une obligation de loyauté, de bonne foi, dans l'exécution de nos obligations, et une application de notre code de déontologie, Ah, puisque ça, oui. nos confrères sont simplement nos contradicteurs et en aucun cas nos adversaires. Nous ne sommes que des auxiliaires de justice. Nous ne sommes pas là pour nous battre à mort. Mais je crois que nous sommes attirés par les modes alternatifs, justement. Eh oui, oui, oui. Est-ce que votre désir de changer finalement votre façon d'être avocat, puisque finalement on est en train de parler d'un savoir-être là, vous avez quelque part changé de posture, changé de façon d'être. Est-ce que ce désir de changer votre façon d'être avocat vous a aussi invité à revisiter votre réseau? Je m'explique, je vous donne un exemple, c'est que moi quand j'ai commencé à m'intéresser aux modes amiables, eh ben, j'ai réalisé qu'il fallait que je sois congruent. C'est-à-dire, en tout cas, c'est moi ce que j'ai ressenti. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit le ressentir comme ça, évidemment. Mais je me suis dit, bah, si j'envoie un confrère, un client pour un domaine pour lequel je ne suis pas compétent, pour un divorce, pour un problème de droit social, pour un problème voilà, de succession, bah, finalement, il faut que je l'envoie à quelqu'un qui a lui aussi cette approche amiable, parce que sinon, je ne serais pas congruent. Et c'est vrai que ça oblige à revoir un petit peu son réseau si on a cette approche-là. Est-ce que vous avez ressenti les choses aussi comme ça, Emmanuel, ou pas? Oui. J'ai changé ma façon de travailler. Effectivement. Et en fait, ça se fait non seulement quand je ne suis pas compétente, lorsque ce sont des domaines où je ne suis pas compétente, mais également quand il y a des conflits d'intérêts. Parce que vous savez bien, Martin, que selon notre code de déontologie, lorsqu'il y a des conflits d'intérêts, on ne peut pas prendre le dossier. Et je ne veux pas laisser le client non plus comme ça dans le vide. Et donc, je l'oriente effectivement vers des confrères qui sont formés aux modes alternatifs ou qui ont au moins le même état d'esprit que moi dans le traitement des dossiers. Oui. Oui, j'ai changé ma façon de rediriger mes clients, tout à fait. Alors, une question que j'ai oublié de vous poser, que j'aurais dû vous poser un peu plus tôt, qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce qu'on comprend là, en vous écoutant, ce que ça apporte aux clients, ces modes alternatifs, il y a beaucoup d'avantages. Ça, encore une fois, c'est pas une panacée, hein. Je pense que ni vous ni moi n'essayons de dire que c'est la panacée. Parfois, il va falloir aller devant le juge parce qu'on n'a pas d'autre choix et parce que c'est la meilleure option. Mais dans beaucoup de situations, ça peut quand même être une bonne alternative. Mais donc, on a compris l'intérêt pour les clients, pour les justiciables, mais pour vous-même, Emmanuel, sur le plan professionnel et même sur le plan personnel, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Ah oui, moi, adopter ces modes alternatifs, ça m'a en fait apporté un triple apport. Outre effectivement l'apport mais considérable pour les clients, ça m'a apporté dans ma façon d'exercer ma profession. Et je peux maintenant exercer autrement ma profession de manière beaucoup plus satisfaisante. Ça n'a franchement, sans aucune mesure. Maintenant, je m'épanouis dans mon travail. Et dans vos rapports avec les confrères, par exemple, est-ce que ça change? Alors, déjà avec les clients, parce que vous n'abordez pas les relations avec les clients de la même façon, parce qu'il y a beaucoup plus d'humains, déjà. Avec les confrères, énormément, effectivement. Ce qui fait que quand j'ai un contentieux pur classique, c'est devenu très difficile pour moi. Parce qu'effectivement, les relations avec les confrères dans le cadre des modes alternatifs n'ont rien à voir, sont d'une qualité sans commune mesure. Et puis, ça apaise les dossiers. Il n'y a plus ce conflit, cette volonté d'écraser l'autre. Ouais, et ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est très important. On le fait évidemment parce qu'on est auxiliaire de justice et qu'on veut apaiser, qu'on veut pacifier la société et que c'est sans doute notre rôle premier, mais c'est aussi égoïstement, purement sur le plan personnel, très satisfaisant aussi. Alors, c'est sur le plan personnel, mais même c'est sur le plan de satisfaction au niveau du dossier, parce que la solution a une qualité, mais nettement meilleure dans le cadre des modes alternatifs que dans le cadre d'un contentieux classique, et vous le savez très bien. Parce que la décision qu'on va obtenir devant un magistrat, elle ne va satisfaire personne réellement.
Ouais, c'est ça Voilà. qui est terrible, c'est que c'est frustrant. La justice telle qu'elle est aujourd'hui, elle est frustrante et le juge n'a pas le pouvoir d'aller chercher les besoins des personnes, il n'a pas le temps, il n'a pas les moyens. Et Voilà. c'est pas marqué dans le code. C'est pas marqué dans le code. Le juge il est là pour appliquer le droit et les règles de droit dans le code. Et dans le code, ces règles n'y figurent pas. Donc il ne peut pas faire état de ça et utiliser ça. Hmm. Alors, pour revenir sur la procédure participative, puisque vous nous avez dit que vous pratiquiez, vous accompagnez les clients dans des médiations en tant qu'avocat, vous mettez aussi en place des processus collaboratifs, vous nous avez dit que vous étiez formé à la procédure participative. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en vivre une procédure participative? Parce que c'est un peu, on cherche toujours ceux qui ont eu l'occasion d'en vivre ou d'en approcher une de près, quoi. Eh ben non, hélas, j'essaie désespérément de convaincre mes confrères et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais je voulais le rappeler. Vraiment, confrères qui nous écoutaient, tentez la procédure participative parce que ça, voilà, il faut qu'on s'en empare et c'est quelque chose aussi. Je vais le dire parce que je suis purement, c'est pas que je veux être purement mercantile, mais n'oublions pas que notamment sur une procédure participative de mise en état, bah, c'est quelque chose qu'on peut facturer. Si Oui, le juge ne veut pas s'en occuper, ça va plus vite avec nous, c'est aussi quelque chose qu'on peut facturer dans certains dossiers. Donc, il y a aussi l'aspect financier. Moi, ce que je regrette un peu, c'est que souvent les textes prévoient des choses qui relèvent du monopole de l'avocat et que l'avocat ne s'en empare pas. C'est quand même un peu dommage. et pour assurer les confrères, justement, il faudrait qu'ils comprennent bien que même si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur tout, pas de problème. On a un accord partiel et on demande au juge de trancher les points des accords qui subsistent. Et on bénéficiera de délais De procédures beaucoup plus rapides. d'une procédure accélérée d'une procédure fast-track pour les questions qui restent à trancher ou pour l'homologation sur l'accord partiel. Exactement, tout à fait. Donc, c'est vrai que ça a l'air très intéressant. Moi aussi, je n'ai pas pu tenter, mais j'aimerais beaucoup. Ben, moi, j'aimerais bien aussi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre? Oui, je voulais vous demander aussi, vous avez parlé tout à l'heure de vos formations à la médiation. Vous nous avez parlé de la médiation transformative et la médiation humaniste. On va peut-être pas entrer dans les détails parce qu'il faudrait consacrer une émission entière à chacune. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté, ces formations spécifiques? Qu'est-ce que vous avez? Donc, il y a le côté humain, bien sûr, il y a l'approche centrée sur la personne. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous aimeriez signaler à ceux que ça intéresserait de se former à ces types de médiation? Ça m'a appris la patience. Parce que je me suis aperçue qu'il fallait laisser le temps au temps et cette évolution progressive pas à pas pour arriver justement à une solution amiable qui satisfasse tout le monde. Moi, ça m'a apporté ça. D'accord. Alors, peut-être pour conclure, alors je sais que je sais Emmanuel que vous allez dans les jours à venir, sans vouloir vous mettre la pression, mais publier une infographie qui permettra à tout à chacun de bien comprendre la distinction entre médiation et processus collaboratif. Elle sera disponible où? Sur vos réseaux sociaux, c'est ça? Oui, sur LinkedIn, effectivement. D'accord. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous regardent à suivre Emmanuelle Glixon, qui est avocate et praticienne de processus collaboratif, à la suivre sur LinkedIn. Dans les jours à venir, elle publiera donc une infographie qui vous permettra de mieux comprendre la distinction entre médiation et processus collaboratif, qui sont les deux grands modes amiables, la procédure participative pouvant s'y ajouter, mais étant pour l'instant premier. Merci beaucoup Emmanuel. Si vous le voulez bien, ce que je vous propose, c'est qu'on conclue. Alors peut-être Kifa, tu as une question aussi pour Emmanuel? Alors vas-y, n'hésite pas. Tout à fait. En tant qu'étudiante, du coup, c'est des choses dont on nous parle assez peu au lycée, à la faculté ou partout ailleurs, enfin, avant qu'on arrive dans la vie active, et même, je dirais même après être rentré dans la vie active, en ayant passé le barreau, par exemple, on nous en parle, d'après ce que je vois, très peu. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour parler plus facilement et plus rapidement des stratégies et des modes amiables qui sont du coup une solution qui ont beaucoup de bénéfices? Justement, je le fais aujourd'hui dans le cadre de l'émission de Martin. Et puis, j'essaie de le faire également sur LinkedIn, à travers mes posts.
mes articles. J'essaye d'expliquer aux gens en quoi consistent ces modes alternatifs, de leur expliquer pourquoi ils ont tout intérêt à recourir à ces modes alternatifs, le bienfait qu'ils peuvent en tirer, etc. Tout à fait. Mais je crois que les écoles d'avocats commencent de plus en plus à dispenser des formations sur les modes alternatifs parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'effectivement, la formation n'était pas suffisante et ils commencent à expliquer de plus en plus aux élèves dans les écoles d'avocats, avant qu'ils prêtent serment, tous ces modes alternatifs. Ça commence, ça prend du temps, ça se fait petit à petit, mais je crois que ça va se faire. Et sur les réseaux sociaux, effectivement, je pense que c'est un très bon mode pour expliquer aux gens. Je partage totalement votre point de vue, Emmanuel. Pour moi, il faudrait enseigner la médiation à l'école maternelle pour qu'il y ait des médiations mises en place dans la cour de récré. Et je le dis très sérieusement, d'ailleurs, et je sais que ça existe. Il y a quelques expérimentations qui se font, y compris en France, pas seulement aux États-Unis. Mais il y a aussi l'aspect peut-être de l'évolution des enseignements à la fac, puisque un professeur agrégé qui est un demi-dieu sur Terre aura peut-être du mal à retourner s'inscrire dans un DU de médiateur pour se former. Et la difficulté, c'est que donc les grands experts de droit processuel connaissent très bien la médiation telle qu'elle est décrite dans le code de procédure, mais ne se forment pas toujours au savoir-être qui sont l'essence de ces modes amiables. C'est-à-dire que le code de procédure, ça représente 2% du truc. C'est pas parce qu'on a lu le code de procédure civile qu'on a compris la médiation ou qu'on c'est pas parce qu'on lit un bouquin sur les étapes du processus collaboratif qu'on a compris le processus collaboratif. C'est avant tout des savoir-faire et des savoir-être. Et pour ça, il faut accepter l'idée de retourner sur les bancs de la fac ou dans une formation, ce qui n'est pas toujours évident pour un professeur agrégé. On peut comprendre aussi que c'est pas forcément évident de se retrouver à nouveau dans un DU avec des étudiants, mais ça passe par là. Voilà. Enfin, je pense, à mon sens. Nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous participons à des groupes de pratique parce que effectivement, ça n'est pas la théorie, c'est une chose, mais il faut pratiquer. Et c'est de par la pratique des autres confrères, de l'échange, que nous enrichissons et que l'on améliore notre façon d'exercer. Je lance tout de suite le temps des questions parce que le chronomètre tourne et je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors, on a Sonia Koutchouk, que vous devez connaître, Emmanuel, qui nous dit bonjour à tous et un spécial à Emmanuel Guixon. Et qui nous dit en effet que nous avons le monopole. Alors, je ne sais pas si elle parle du processus collaboratif ou de la procédure participative, mais nous avons le monopole sur les deux. Donc, emparons-nous de ces deux formidables modes amiables et ces formidables outils. Encore une fois, ce n'est pas une panacée quand je dis que c'est formidable. Il faut évidemment adapter aux situations. On ne va pas faire un processus collaboratif dans toutes les situations. On ne va pas mettre en place une procédure participative ou une médiation dans toutes les situations non plus. Et surtout, Sonia Koutchouk nous précise, donc Sonia Koutchouk qui anime un podcast que je vous invite à aller suivre. Allez la suivre sur sa page LinkedIn et découvrez son podcast sur les modes amiables. Vous découvrirez les modes amiables à votre rythme, pendant votre jogging ou quand vous voulez. Et c'est quand même très pratique son podcast, donc je vous invite vraiment tous à vous abonner. Et elle nous dit l'EDAC, qui est l'école des avocats de Versailles, a des formations dédiées ainsi que la formation continue pour les modes amiables. Donc oui, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est assez récent et il faut quand même savoir que jusqu'à récemment, un avocat n'était même pas formé à la négociation, ni au cours de sa formation initiale, ni de sa formation continue. Il commence à y avoir quelques heures dans la plupart des écoles d'avocats, mais ce n'est pas quand même la majorité, le gros du volume horaire, quoi. Donc ça reste quand même encore peut-être insuffisant.
on a aussi Anne Farsac qui nous dit il y a aussi la médiation CNV. Donc CNV, c'est communication non violente ou communication assertive, qui est centrée sur la personne. Oui, donc c'est un type de médiation. Là, on ne va pas pouvoir développer sur les différents types de médiation. Vous avez la médiation professionnelle, la médiation CNV, la médiation voilà, confessionnelle, la médiation, il y a plein de types de médiation. Mais voilà, l'idée, c'était de partir de l'expérience d'Emmanuel pour que chacun s'interroge sur la sienne et puisse faire des choix, voilà, s'interroger à tout ça. Sur tout ça, pardon. Anne Farsac nous dit aussi il n'a pas le droit de chercher les besoins. Donc elle nous parle du juge quand elle dit ça. Le juge n'a pas le droit de chercher les besoins, il tranche en fonction des conclusions et des pièces, et c'est bien tout le problème, c'est-à-dire qu'il invite les parties ou les personnes à rester sur leur position juridique. Donc il est évidemment important, et c'est notre rôle d'avocat, d'informer les gens sur leur position juridique, c'est notre rôle premier, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aider à évoluer par rapport à cette position juridique pour voir si une solution ne répondrait pas mieux à leurs besoins que cette position juridique sur laquelle on peut facilement camper. Mais voilà, ce n'est pas forcément satisfaisant. Et en pratique, on le voit d'ailleurs, beaucoup de clients sont frustrés même quand ils ont, sur le papier, gagné leur dossier. Exactement. Alors, je vais prendre les questions qui avaient été posées avant l'émission, parce que là, c'est plus des commentaires qui ont été postés que de réelles questions aujourd'hui. Alors, s'il y en a qui nous regardent et qui ont des questions, qui n'hésitent pas à en profiter pour les poser en même temps, bien sûr. Mais je crois que quelqu'un vous demandait notamment, Emmanuel, la distinction entre conciliation et médiation, parce que c'est vrai que si on en reste au texte, on a l'impression que c'est la même chose, mais dans la pratique, pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, oui, la grande différence entre la conciliation et donc la médiation, même le processus collaboratif, c'est que dans le cadre de la médiation et le processus collaboratif, vous avez une méthode en plusieurs étapes qui vous permet, grâce à des outils, d'avoir un meilleur résultat. La conciliation, si vous voulez, c'est une simple négociation basique, mais qui n'utilise pas tous ces outils. Donc, elle est moins performante. Alors, moi, je perçois même la conciliation comme un petit peu l'idée que le conciliateur, de par sa grande expérience souvent dans le domaine, parce que ça peut être un juge consulaire à la retraite, par exemple, un ancien magistrat ou un ancien juriste très expérimenté, va finalement va émettre un avis et user de son charisme et de son autorité en la matière pour imposer pratiquement, bien sûr, il ne va pas l'imposer comme le ferait un juge ou un arbitre, mais pour peser psychologiquement sur les parties pour qu'elles acceptent et qu'elles se rangent à cet avis. Donc, c'est quand même quelque chose de très différent. Dans la médiation et le processus collaboratif, moi, j'ai le sentiment qu'on se met à la même hauteur que les personnes à leur service. On ne prétend pas savoir mieux qu'elles, on considère que c'est elles qui ont les ressources pour résoudre leurs litiges et qu'elles ont simplement besoin d'être accompagnées par un cadre dont on est le garant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous conviendrait comme oui, ce qui fait qu'en fait, les personnes sont beaucoup plus actives dans la recherche de la solution, et ce qui fait aussi que la solution sera plus adaptée et meilleure, parce qu'elle sera vraiment choisie, alors que l'autre solution aura été imposée, donc ils ne seront pas satisfaits. On a Céline Bérard-Bondou qu'on salue et qui avait animé 5 chroniques dans les premières émissions de la saison, qui nous demande: est-ce que les modes amiables sont adaptés à tous les domaines du droit? Alors, ils sont adaptés parfaitement à tous les domaines du droit. Moi, j'utilise effectivement en droit de la famille, du patrimoine immobilier, mais vous pouvez aussi vous en servir dans le droit des affaires, dans le droit social. D'ailleurs, Véronique Ardouin vous en a parlé lors d'une précédente émission. C'est très utile dans le cadre du droit social, et on s'en sert même maintenant en droit administratif. Donc, et je ne serais pas étonné qu'on s'en serve aussi en droit pénal un jour, puisque la médiation, y compris en matière de crimes contre l'humanité, existe déjà. Donc, je pense qu'aucun domaine n'est une exclusion d'office. Voilà, dans tous les domaines, on peut en tout cas se poser la question, et on doit se poser la question aujourd'hui, avec l'évolution de nos règles déontologiques, on doit se poser la question de savoir si un mode amiable se prêterait bien à résoudre cette situation. On nous demande aussi comment présentez-vous votre offre amiable à vos clients?
Alors, comme je l'ai dit précédemment, moi, je la présente systématiquement. Je n'ai aucun premier rendez-vous sans parler à mes clients de ces trois modes alternatifs des règlements des différends. Je leur explique brièvement aussi, j'essaie de simplifier les choses pour qu'ils ne soient pas noyés par les informations et pour que ça soit le plus clair possible. Et je vois dans le cadre du processus collaboratif, comme je fais partie de l'association française des praticiens et puis même de l'association des praticiens de l'Est parisien, ces deux associations ont édité des plaquettes. Donc, je donne à mes clients ces plaquettes pour qu'ils puissent réfléchir à tête reposée et mieux comprendre. Et si jamais ils ont des questions, ils me recontactent et je réponds à leurs questions. Voilà, mais systématiquement, j'explique de manière la plus claire possible et la plus synthétique possible à mes clients ces modes alternatifs et je leur laisse le choix parce que ce sont mes clients qui choisissent aussi bien de rester sur un contentieux classique ou d'aller sur un mode alternatif que même le choix du mode amiable. Parce que certains auront plus d'affinité avec le processus collaboratif, d'autres avec la médiation. Voilà. C'est très important d'ailleurs, parce que finalement, ça va être le premier choix et le premier accord. Voilà. Et plus le choix sera libre et ils adhéreront, plus le résultat sera performant. On a une question de Darina qui nous demande si les juristes d'entreprise et les magistrats sont formés à la médiation et au processus collaboratif à votre connaissance. Alors, à ma connaissance, pour les juristes d'entreprise, je ne peux pas répondre, mais par contre, pour les magistrats, je pense qu'il commence à y avoir une formation et j'ai eu la chance de connaître le président du tribunal de grande instance de Pontoise, qui lui s'était formé non seulement au processus collaboratif, mais même à la médiation. Et je crois que c'est le seul magistrat que j'ai rencontré à s'être formé à ces modes alternatifs. Et c'est dommage parce que je pense que ça changerait aussi la façon de voir les dossiers pour les magistrats. Ils les percevraient plus forcément et dans la loi, mais ça pourrait modifier leur façon de voir et d'appréhender les dossiers. Ouais. Ben, nous invitons donc tous les magistrats qui sont susceptibles de nous regarder à s'intéresser à la médiation et au processus collaboratif dans le cadre de leur formation continue. Voilà. Alors, une dernière question de Marion. On entend souvent « mieux vaut un mauvais accord qu'un bon procès ». Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, je pars du principe, ça c'est une phrase ou le bateau, mais moi je pars du principe que de toute façon, si l'on va sur ces modes amiables, ça ne sera pas un mauvais accord. Ça sera forcément un bon accord parce que ça sera du gagnant-gagnant. Donc, on ne peut pas parler d'un mauvais accord. Et moi, d'ailleurs, je trouve qu'on n'en est même plus à ce stade-là. Je trouve qu'on en est aujourd'hui au stade où on peut dire mieux vaut un bon accord qu'un mauvais procès. Parce que c'est plutôt ça qui va se passer. C'est ça, c'est ce que j'ai voulu dire. Mais j'ai pas osé aller jusque-là. Mais c'est ça. J'ose alors. J'ose. Ouais, donc c'est vrai que c'est très important pour tous les prescripteurs et je remercie Anne Farsac de le signaler. Il n'y a pas que les personnes qui vont mettre en place le cadre, donc les avocats qui vont se former au processus collaboratif notamment et à la procédure participative. Tous les prescripteurs, toutes les personnes qui sont en position de prescrire à un moment, d'orienter des personnes en conflit ou face à un différend, il est évidemment essentiel qu'elle se forme à la médiation, au processus collaboratif, à la procédure participative. Alors, ce sera des formations peut-être adaptées parce qu'il n'y a pas nécessairement on n'a pas les mêmes besoins de connaissances, voilà, c'est pas peut-être exactement les mêmes connaissances qui doivent être transmises, mais c'est sûr que ça peut pas faire de mal de se former à ces modes et à ces processus qui sont à la disposition des justiciables pour pouvoir les faire rayonner le plus possible. Écoutez, merci beaucoup Emmanuelle. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ? Non. Non ? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. On va maintenant pouvoir passer à la chronique de d'IFA qui aujourd'hui va nous parler de Instagram et de Reel. Et je vais faire apparaître, IFA, je vais faire apparaître ton… alors, il faut peut-être que je fasse disparaître d'abord le commentaire, voilà, et je vais faire apparaître ton visuel pour que tu puisses nous parler d'Instagram. Mais d'abord, je lance bien sûr ton jingle.
Alors, je rappelle pour tous ceux qui nous regardent qu'Ifa est étudiante en droit à l'université Paris-Est Créteil, ancienne université Paris 12, et que elle a une démarche très très intéressante puisque elle est très suivie sur les réseaux sociaux avec plus de 200 000 followers, notamment sur TikTok, sur lesquels les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, YouTube notamment, vous pouvez aussi l'ajouter sur son profil LinkedIn si vous voulez la suivre, réseaux sociaux sur lesquels elle parle du droit de manière simple pour intéresser non seulement les étudiants en droit, mais toutes les jeunes générations aux questions juridiques que notre société peut connaître. Donc bravo Ifa pour cette démarche. J'en profite aussi, puisque tu es à l'université Paris-Est Créteil, pour rendre un hommage à Emmanuel Gaillard, qui est un des plus grands arbitres et professeurs de droit français et qui est décédé le 1er avril dernier suite à un malaise qu'il a eu en pleine audience arbitrale. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour la pensée en matière de modes alternatifs, et je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas ses écrits, à aller notamment lire ou relire son ouvrage sur la philosophie de l'arbitrage, puisqu'on peut en tirer pour les modes amiables beaucoup de leçons. Il s'interroge beaucoup sur la volonté des parties, sur la liberté des parties, et sa réflexion qui était orientée sur l'arbitrage, qui est un mode alternatif et pas un mode amiable, peut tout à fait être transposée pour beaucoup de réflexions sur les modes amiables. Voilà, donc c'était vraiment quelqu'un qui a fait rayonner l'arbitrage dans le monde entier. Il enseignait notamment à Yale et à Harvard, je crois. Il a enseigné à Paris 12, et c'est pour ça que je parlais de ça. Il a enseigné à Paris 12 avant d'être enseignant à Sciences Po. Et donc, voilà, une pensée pour ses proches, évidemment, aujourd'hui. Alors, Ifa, vous allez nous parler aujourd'hui d'Instagram et de l'option Reel, c'est bien ça? Tout à fait. Eh bien, je mets tout de suite ton visuel et je te laisse nous en parler. Merci. Alors, pour la mise en forme de l'image, du coup, et de la relation client avec Instagram et Reel, à qui ça s'adresse déjà Instagram? Instagram, c'est un média qui est très utilisé par les jeunes, hein. 74% des utilisateurs entre 18 et 34 ans. Bien exploité, évidemment, Instagram peut donc être un excellent levier de communication institutionnelle et promotionnelle pour les entreprises, et notamment pour celles dont l'offre s'adresse à une population jeune ou qui auront potentiellement des clients qui arrivent, qui sont de la population jeune, évidemment. C'est ce qu'explique en tout cas Lifepaper. Et plus généralement, c'est un réseau social et un service de partage de photos et de vidéos lancé par l'Américain Kevin Systrom en octobre 2010 et le Brésilien Michel McGregor. Depuis 2012, c'est une application qui appartient à Facebook, concrètement. En novembre 2020, Instagram propose une toute nouvelle interface, du coup, avec 2 boutons, Reel et Shop, on va parler de Reel ensemble, qui permet aux utilisateurs d'accéder à des courtes vidéos. Voilà. Et Shop, lui, mettait uniquement des produits à vendre, en avant des produits à vendre. Donc, Reel, c'est la nouvelle fonctionnalité d'Instagram, 30 secondes pour mettre en avant le contenu des utilisateurs. Sa particularité est que puisque le nombre d'utilisateurs en produisant est extrêmement déséquilibré face au nombre d'internautes sur la plateforme d'Instagram, ces derniers sont fortement mis en avant. Donc, pour le moment, avant que tout le monde se mette au Reel, évidemment, l'essentiel reste tout de même la nécessité du hashtag. Je profite pour le dire parce que j'ai suivi ton conseil, Ifa, j'ai testé et en effet, les Reels, ça fait un certain nombre de vues. J'ai testé en à peu près 5 minutes, on a 500 vues. Et en 20 minutes, on en a 1000. Donc, pour l'instant, c'est bien poussé par l'algorithme. Excuse-moi, je te laisse continuer. Non, mais tout à fait. Et concrètement, l'essentiel, c'est aussi la nécessité de mettre du hashtag pour un contenu, un référencement intéressant. Bon, ça, c'est évident. C'est l'algorithme de Instagram. Instagram s'est présenté comme un réseau social dit de l'engagement initialement. Il y a une facilité d'interaction. Il permet la prise de contact simplifiée avec une grosse communauté et sur lequel on peut rediriger vers son site en lien dans la barre d'infos. Le marketing digital d'Instagram est de fournir un contenu Instagrammable. Donc, des longues publications textes ou des choses non pédagogues ou ludiques, c'est difficilement regardé ou soutenu en tout cas.
une nouvelle interface d'utilisateur est maintenant sur la toile et ça, c'est intéressant. Ce sont les professionnels. L'image de l'entreprise se fait également dans l'accessibilité aux réseaux sociaux et c'est notamment le cas pour pas mal de cabinets d'avocats. Mais on retrouve également des e-shops ou, encore une fois, des cabinets mais qui sont uniquement digitaux, comme j'ai pu voir sur certains réseaux sociaux. Et il faut adopter un rythme effectivement de publication afin que l'algorithme d'Instagram puisse vous mettre en avant. Et ça, c'est grandement facilité par la nouvelle option qui est Reel, du coup. Le point plus, c'est que l'utilisation des statistiques et la possibilité du live rediffusable sont facilitées également sur Instagram, et ça, c'est plutôt intéressant. Merci beaucoup, Ifa. Et Emmanuel, est-ce que vous êtes sur Instagram ou pas encore? Non. Bon, parce que dès que vous y serez, il faudra poster votre infographie. Donc, je rappelle qu'Emmanuel va, dans les jours à venir, poster une infographie expliquant la distinction entre médiation et processus collaboratif. Et dès que vous serez sur Instagram, vous pourrez aussi la reprendre sur Instagram en reel, du coup, pour avoir plein de vues et pour que le plus grand nombre puisse s'intéresser à ce sujet. Je crois qu'il va falloir que je demande de nombreux conseils à IFA. Avec plaisir. Bien, merci beaucoup, Ifa. J'invite tout le monde à suivre évidemment vos conseils et à vous suivre et à te suivre. J'ai du mal, j'alterne entre vouvoiement et tutoiement. Je suis perdu aujourd'hui, lost in vouvoiement. Donc, j'invite tous ceux que les réseaux sociaux et que le droit intéresse à te suivre sur notamment donc TikTok, YouTube et Instagram, mais aussi sur LinkedIn, voilà, pour pouvoir prendre connaissance de ton approche qui est vraiment très innovante et très intéressante puisque tu facilites l'accès au droit pour tous. Et je trouve que c'est une démarche très louable. Voilà, donc merci beaucoup, Ifa. Merci, Emmanuel. Un grand merci à vous d'être venu et d'avoir pris de votre temps pour nous partager votre expérience de la stratégie amiable. J'espère que, en tout cas, moi, vous m'avez conforté et vous m'avez donné envie de continuer dans cette voie. Et j'espère que vous allez faire aussi de nouveaux adeptes. Merci beaucoup, Emmanuel, et à très bientôt. Prenez soin tous de vous. À très bientôt, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Samedi Live a pour ambition de vous informer sur les innovations facilitant l'accès au droit et aux solutions négociées. Si vous souhaitez en savoir plus ou avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre un rendez-vous directement sur le site de mon cabinet. Si vous avez aimé cette émission et souhaitez soutenir cette initiative, merci de liker, partager et commenter sur tous vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez également tous les bonus de l'émission sur mon compte Instagram @maître Lacour. À très bientôt pour un nouvel épisode.